Du terminal des débuts de l'informatique au prompt ChatGPT, il n'y a qu'un pas. Les inconvénients de cette interface sont importants. Découvrons ensemble une palanquée d'alternatives. Parlons. Parlons Design saison 8 est sponsorisé par User Testing, le leader mondial du test utilisateur à distance. Facile à prendre en main et complet, c'est l'outil qu'il vous faut pour vraiment comprendre vos utilisateurs. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design pour discuter des interfaces potentielles pour l'IA. Alors forcément, avec ChatGPT, ça a été le grand retour du chatbot, une interface qu'on a souvent vue et revue à travers le temps. Forcément, le plus proche, c'était au tout début de l'informatique, le terminal où on tapait une ligne de commande et il se passait quelque chose et on avait une réponse. Plus récemment, dans les années 2000-2010, on a eu vraiment cette ère du chatbot où on essayait à travers les interfaces de messages de créer une discussion et que le chatbot en face effectue des actions. Et avec ChatGPT, c'est bien sûr le grand retour. Alors l'avantage de ce type d'interface, c'est qu'on va demander une commande sous la forme de prompt avec les large language models. Donc c'est extrêmement flexible, on peut faire énormément de demandes différentes et on peut avoir énormément de types de résultats différents. C'est hyper puissant pour cela. Et en plus, ça permet une liberté totale autant à l'utilisateur qu'au créateur de la solution qui se cache derrière cette interface de chat. Pour autant, n'oublions pas, ça a des désavantages. Premièrement, c'est pas intuitif. Ça n'invite pas à un usage en particulier. C'est à l'utilisateur par l'usage de comprendre qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire et finalement à quoi lui sert ce fameux chat. Ça, c'est une vraie première problématique. Ça crée un flou sur quelles sont les capacités de cet outil. Sur quoi est-ce qu'il va me délivrer de la vraie valeur? Sur quoi il va me délivrer moins de valeur? Sur quoi est-ce que je peux faire confiance? Dans quoi est-ce qu'il est spécialisé? Où s'arrêtent ses connaissances ou ses limites en termes d'action? C'est un grand flou. Et enfin, le dernier désavantage, c'est que c'est plutôt inapte à manipuler des documents ou des éléments plus tangibles. On a moins de contrôle sur, les interactions pures, sur comment on le connecte à l'ensemble de ces éléments-là, même si c'est possible de manière technique. C'est un petit peu moins intuitif de demander finalement à un acteur extérieur de manipuler des documents qu'on a l'habitude de manipuler soi-même. Donc voilà, dans plusieurs cas, finalement, c'est imparfait comme interface. Mais il y a pas mal d'alternatives. Pour autant, ça ne veut pas dire que cette interface n'est pas bonne, juste qu'en fonction du contexte, il va falloir l'adapter. Et je vous ai fait un petit listing de toutes ces alternatives. La première qu'on voit pas mal, c'est les Canva. On va retrouver un chat complété par une zone de travail. Plusieurs acteurs l'ont implémenté de façon assez différente. ChatGPT avec leur Canvas, justement, on retrouve à gauche l'interface classique de discussion et à droite un document collaboratif de travail qui peut intégrer du texte, des graphiques, potentiellement du code, toutes sortes de contenus qui va devenir la base de référence, le document de travail commun entre vous et l'assistant AI. Claude a fait un truc assez similaire avec ce qu'ils appellent les artefacts, qui peuvent contenir du code, du texte, mais aussi des graphiques et de plus en plus d'éléments interactifs puissants. Mais des acteurs l'ont poussé à encore plus loin, comme Bolt ou Lovable, qui sont donc des générateurs de code, des générateurs de sites même, je pourrais dire, où on vient trouver dans une partie gauche un chat et dans une partie droite un website ou du code généré avec lequel on peut interagir. Et encore une fois, on retrouve cette interface de zone de travail complémentée par du chat. Perplexity l'a fait aussi avec un dashboard vraiment avancé, interactif. L'avantage de cette solution-là, c'est qu'on peut avoir des résultats très complexes, très interactifs et co-construire avec l'agent IA une solution en live. Et donc, on crée un contexte pour l'utilisateur de qu'est-ce qu'il peut faire, quel est l'objectif et comment on suit l'état de progression ensemble. Ça crée un véritable espace de travail collaboratif. Le cœur devient le canvas qui, du coup, donne tout le contexte, réduit le flou et l'assistant devient juste une façon d'interagir avec ce canvas. Une autre solution pour intégrer l'IA, c'est ce qu'on pourrait nommer, catégoriser sous les clics droits génératifs. C'est toutes les features qui vont être cachées derrière une sélection d'un élément, un clic, juste sur un élément et qui va permettre des interactions IA autour de ça.
On peut penser aux fonctionnalités Apple Intelligence de réécriture, où lorsqu'on va, cliquer sur un texte, cliquer sur un contenu, on va pouvoir demander un résumé, demander de le reformater, avec une tournure plus professionnelle ou plus amicale. On peut également penser à Notion, quand on va, cliquer sur un bloc, on va pouvoir lui demander, de nous, faire un résumé par IA ou lui poser d'ailleurs n'importe quelle question. Ou on pourrait penser à des features de Figma comme le Rename Layers ou quand on va, clic droit sur un calque, on va pouvoir lui demander de le renommer automatiquement grâce à l'IA. Là, on crée vraiment un accès magique un petit peu à l'IA, où on n'a pas du tout à se complexifier, la tâche avec formuler un prompt, formuler une question, attendre une réponse. On est vraiment dans l'exécution d'actions pure. Les petits inconvénients, c'est forcément que c'est moins visible, moins découvrable et toujours un petit peu plus dur de s'intégrer dans l'OS, car en effet, un clic droit, il y a souvent déjà des fonctionnalités natives qui y sont liées, et donc il faut voir comment on peut s'intégrer là-dessus. Mais voilà, ça a le gros avantage de s'intégrer comme une feature standard finalement, une fonctionnalité comme une autre, qui certes est powered by AI, mais c'est qu'un détail d'implémentation. On va pouvoir arriver sur un troisième élément qui est tout ce qui est recherche IA. Alors, ça peut vouloir dire plein de choses. Si on pense à Perplexity, on va vraiment être sur un moteur de recherche à la Google qui va nous synthétiser des résultats du web sous une forme de réponse écrite. Mais là, on peut vraiment, abstraire, le côté chat, hein, et être plutôt sur de la, réponse de contenu. Sur des outils plus internes, on peut penser à Realm Search, qui est un moteur de recherche à travers les données internes d'une entreprise, donc des Google Drive, des Jira, ou tout ce que vous voulez d'ailleurs, qui va proposer 2 modes. Un mode, résumé des résultats de recherche, où là, ça va générer une réponse par rapport aux documents trouvés, ou tout simplement une recherche qui va retourner, une liste de documents comme on a l'habitude, mais avec un mode de recherche sémantique. C'est-à-dire qu'il ne va pas uniquement se baser sur de la recherche textuelle classique, mais grâce à des algorithmes, d'IA et à ce qu'on appelle de l'embedding, va être capable de retrouver, tout un univers sémantique par rapport à une recherche. C'est-à-dire, vous cherchez, le mot, crypto-monnaie, ça va être capable de trouver, des résultats, qui parlent de Bitcoin, de blockchain ou, d'Ethereum parce que c'est dans le même univers sémantique. Et ça, c'est des choses qui n'étaient pas possibles avant et qui désormais sont possibles grâce à l'IA. Donc forcément, là, on va avoir un avantage de rendre plus puissant quelque chose que connaissent déjà les utilisateurs, la recherche, mais on va avoir un coût de mise en place un petit peu plus important qu'une recherche classique. Le gros avantage, c'est que c'est une fonctionnalité que les gens savent déjà utiliser, aiment utiliser, qu'on va juste rendre plus pertinente grâce à l'IA. Si on le pousse encore un petit peu plus loin, on peut trouver des intérêts d'usage de l'IA, dans la saisie d'informations. Notamment, on le retrouve pas mal pour la saisie de date, la saisie d'horaire, la saisie de lieu. Si dans Apple Notes, vous essayez de créer un rappel en indiquant une date ou un lieu à l'intérieur, ça va automatiquement vous proposer de vous le rappeler à cette heure-là en spécifique ou à ce lieu-là en spécifique, mais basé sur le texte rédigé. On le retrouve également sur des applications, modernes comme Nocal, qui est un espèce d'outil de calendrier et de prise de notes qui permet également de créer des événements juste en tapant une phrase. Donc, on le retrouve beaucoup dans ces saisies-là, très complexes. Pour autant, je suis pas 100 convaincu, parce que en général, c'est des fonctionnalités qui ont une faible découvrabilité, qui peuvent être très vite déceptives quand elles ne fonctionnent pas et c'est rare que ça fonctionne 100 du temps et j'ai l'impression qu'il y a une relativement faible adoption, par les utilisateurs de ce type de fonctionnalité. Mais par contre, ça peut être intéressant dans le checker, de saisie. Ça, je vais vous donner un exemple, A/B Testy, où on demande à nos clients de générer des hypothèses d'A/B test et on leur propose, grâce à un assistant IA, en live, de checker leurs hypothèses et de les inviter finalement à respecter les bonnes pratiques grâce à un agent IA qui, en live, leur donne du feedback sur les hypothèses qu'ils sont en train de rédiger. Donc ça peut vraiment permettre de simplifier des inputs complexes, soit en réduisant la saisie à un champ de texte, soit en accompagnant durant la saisie pour la bonne rédaction du contenu. Donc on peut également faire des choses un petit peu originales et intéressantes autour de ça. 3 dernières intégrations de l'IA par rapport à ça, tout ce qui va être sélection de texte. L'utilisateur sélectionne un texte et de manière contextuelle, grâce à l'IA, on va lui proposer, des recommandations intelligentes. Grammarly le fait très bien depuis longtemps. On sélectionne un texte et il va nous proposer, des alternatives de réécriture, ou, des recommandations de correction.
Donc là, ça vient directement se mettre dans le comportement classique de l'utilisateur et Gemini s'intègre très bien de cette façon également dans Google Docs. Donc là, on va avoir de l'information en contexte, très découvrable potentiellement et l'IA va vraiment devenir un assistant qui anticipe le besoin. J'ai sélectionné un texte. Pourquoi j'ai sélectionné un texte? Probablement parce que je veux le rééditer, le modifier ou en savoir plus et donc l'IA est proactive et me propose des suggestions par rapport à ça. On arrive enfin, pour moi, sur un des usages finalement les plus intéressants, de l'intelligence artificielle, c'est l'information inline. Finalement, le bloc de contenu qui devient juste un bloc de contenu, standard de votre produit, mais généré par IA. On peut penser à ça aux notifications, aux résumés de notifications d'Apple Intelligence qui juste, parmi vos notifications, vont vous donner, des textes résumés, au lieu d'écrire des textes longs qui ne sont pas lisibles dans les notifications. On peut penser à Gong, qui est un outil, d'analyse de, mythes et de discussions, qui va faire des résumés, des prises de notes automatiques et donc encore une fois, là, c'est pas une feature IA, c'est juste, le contenu disponible dans la plateforme Gong et le résumé automatique de, ma rencontre, de mon meeting avec, telle ou telle personne. Donc le contenu IA devient littéralement, l'information, la plus-value et encore pour vous donner un petit, exemple AB testi, on vient pousser à l'utilisateur des recommandations, directement dans son rapport d'AB test, pour lui dire: «Ah tiens, il y a tel ou tel segment qui peut être intéressant à analyser» et là pareil, c'est l'IA de manière proactive qui va venir pousser une recommandation à l'utilisateur pour lui apporter de la valeur. Là, on devient vraiment une partie native du contenu proposé à l'utilisateur et le seul désavantage, forcément, ça va être potentiellement le coût parce que ça veut dire qu'il faut en amont, avant que l'utilisateur demande quoi que ce soit, faire tourner des modèles d'IA pour, améliorer, proposer cette information à l'utilisateur. Mais pour moi, c'est vraiment une partie de l'avenir. L'IA devient un morceau du contenu, un contenu à part entière et non plus une feature on top du reste. On la met directement au service du client. Enfin, on va arriver sur le dernier type d'intégration qui se rapproche beaucoup de ce monde agentique, ce que je vais appeler les magic buttons. Récemment, GitHub a proposé, pour certains clients, sur les pull requests, donc en gros, sur les pull requests, il me semble, un bouton develop it, qui va permettre de demander à GitHub Copilot d'essayer de corriger, la fonctionnalité et de développer automatiquement et de faire une proposition, de solution. Donc là, on arrive vraiment sur le bouton magique, on demande à un agent IA de faire l'action. Il y a un peu plus de temps, Arc, le navigateur, avait sorti Browse for me, où, quand on tape une recherche internet, on va pouvoir demander à Arc de, faire la recherche pour vous et de générer une page de résultats sur mesure. Donc là, encore une fois, on a un peu cet agent IA magique ou Perplexity, plus récemment, qui a proposé un bouton Book for me, où, littéralement, on peut demander à Perplexity de faire une réservation dans un restaurant à notre place et donc encore une fois, là, on est un peu dans cet aspect bouton magique, l'agent IA qui a interagi, autour de nous. Bien sûr, là, le gros désavantage, c'est qu'il y a pas mal de complexité et de barrières techniques. On n'est pas encore sur, des, hauts success rates sur ce genre de fonctionnalité, mais potentiellement, on tend vers cet aspect de l'IA en tant qu'agent autonome qui vient faire des actions à notre place. Donc c'est clairement des choses à analyser. Comme on l'a vu dans cet épisode, l'IA peut prendre vraiment plein de formes. Le chat en est une, mais c'est pas la seule. Et il n'y a pas de bonne réponse absolue. La bonne réponse dépendra de votre contexte, comme toujours. Je le répète un peu moins dans les derniers podcasts, mais c'est toujours quelque chose d'absolument clé. Tout ce que je raconte dans ces podcasts, ça dépend de mon contexte, ça dépend de votre contexte. Et c'est toujours la question à se poser quand on design une fonctionnalité non IA ou une fonctionnalité IA, la bonne interface pour le bon contexte. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, d'autres designers, product managers. J'espère que ça pourra leur plaire si ça vous a plu. Pensez également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design. Parlons design. Parlons design.